Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Lursa, à qui je dis avant tout bonjour Pierre. Bonjour Monique. Alors, tu nous arrives avec, je dirais en petit, entre parenthèses, un petit fascicule de 99 pages, mais qu'on pourrait citer de la première page à la dernière. Alors, ce livre qui est publié chez BOD se présente en deux parties. Il y a une première partie qui est une étude que tu fais, mais je voudrais surtout rappeler que l'on va beaucoup parler de Ben Gourion, de David Ben Gourion. Le titre de son livre s'appelant La vocation messianique de l'État d'Israël, et mon Dieu, comme c'est d'actualité. Alors, Pierre, pourrais-tu me parler de la première partie et de la deuxième en l'ébauchant avant d'avoir les questions qui te seront proposées? Alors oui, peut-être d'abord je montre le livre à l'antenne, je ne sais pas si on peut le voir, mais Voilà, et parce que juste moi, j'ai pas la quatrième de couverture, hein. voilà pour en dire quelques mots, pour dire peut-être comment l'idée m'est venue. Donc c'est le cinquième volume de la bibliothèque sioniste que j'ai fondée il y a déjà 3 ans, je crois. Et j'avais commencé par traduire des textes de Jabotinsky. Il y a 3 volumes qui lui sont consacrés. Il y en a un d'autre qui était consacré à la Golda Meir. Et puis, ça fait longtemps que je voulais élargir un peu les portes de la bibliothèque sioniste à d'autres auteurs. Et évidemment, David Ben-Gurion y avait tout à fait sa place. Et puis, depuis la guerre qui a commencé il y a un an, eh bien, je me suis dit que c'était vraiment le moment venu de parler de Ben-Gurion, puisque quelque part, on s'est retrouvé un petit peu comme en 1948, avec ces fronts multiples, ces 7 fronts, un petit peu comme dans la guerre d'indépendance. On est à nouveau dans une guerre existentielle. Et donc, qui de mieux que David Ben-Gurion pour nous éclairer un peu sur les événements qu'on vit? Et je suis tombé sur ce texte qui m'a captivé sur la vocation messianique de l'État d'Israël et qui à la fois est très actuel et aussi qui, comme j'essaie de le montrer dans la préface que j'ai faite, puisque c'est une traduction, eh bien, je trouve que ce texte nous donne une image différente et permet un peu de briser un cliché parce que on a beaucoup de clichés sur tous les grands hommes et sur tous les grands hommes de l'État d'Israël et du sionisme. Et concernant Ben Gurion, on a cette espèce d'image d'Épinal du juif laïque, socialiste, et on a complètement perdu de vue le fait qu'il avait un lien très profond avec la Bible et avec les prophètes d'Israël. Et donc, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé en traduisant ce livre. Alors, j'ai en préambule une question à te poser. Est-ce que tu aurais présenté ce livre, donc cette traduction, de la même manière vendredi matin, ou plutôt vendredi à l'entrée de Shabbat? Euh, Tu vois ce que je veux dire? oui, je crois que oui, je pense pas qu'il soit actuel au point que les derniers événements qu'on vient de vivre le rendent encore plus actuel. Je dirais que ça fait, depuis le 7 octobre, voilà, on revient aux fondamentaux du sionisme et sans parler de l'actualité la plus brûlante, simplement, on revient à l'idée que Israël a besoin d'un État fort pour protéger ses citoyens et pour protéger l'ensemble du peuple juif. Donc ça, c'est le b.a.-ba du sionisme, hein, qu'on avait malheureusement perdu de vue depuis peut-être 3 décennies à cause des idées post-sionistes. Et moi, l'idée que je défends depuis quelques mois, c'est que on est en train de refermer la parenthèse post-sioniste, et c'est pour ça que le sionisme redevient d'une actualité brûlante, et en particulier celui de David Ben-Gurion. Alors, on va commencer en préambule par citer ce qu'il dit. Le nom juif, le nom N-O-O-M, n'est pas seulement antérieur au nom N-O-M sioniste, mais il exprime aussi beaucoup plus. Le judaïsme est plus grand que le sionisme. Il faut donc honorer l'État d'Israël. Ce n'est pas seulement un instrument, c'est le début de la rédemption, une petite partie de la rédemption. Alors, Oui, Pierre, j'aime beaucoup ces 2 citations que j'ai mises en exergue de ma présentation du livre, parce que vraiment, quand on lit ça, si on ne sait pas que c'est David Ben-Gurion, on pourrait dire c'est le Rav Kook, je sais pas, on pourrait penser à un rabbin sioniste religieux, mais
personne ne penserait à David Ben-Gurion. C'est vraiment, et c'est un petit peu pour moi, il y a peut-être un espèce de plaisir un peu facétieux de brouiller un peu les pistes, quoi. J'ai voulu montrer précédemment en traduisant Jabotinsky que c'était pas du tout le juif militariste, autoritaire qu'on pensait, qui n'était pas non plus un ultra-laïque. Lui aussi, il avait une vision inspirée par la Bible. Et je fais un petit peu la même chose avec David Ben-Gurion, c'est-à-dire montrer que c'est un juif tout à fait, comme on dit en hébreu, shorashi. C'est un juif qui est vraiment, qui a reçu une éducation juive et qui ne s'en est jamais coupé finalement, même s'il est devenu socialiste. Mais certains ont dit, des gens que j'aime pas beaucoup, notamment le professeur Zev Sternel, a voulu démontrer que le sionisme socialiste de Ben-Gurion n'avait rien de socialiste. Moi, je n'irai pas jusque-là, je trouve que c'est évidemment une caricature, mais le socialisme dans lequel il s'est reconnu ne l'a en rien coupé de ses racines juives. Et non seulement ça, mais finalement, on s'aperçoit en lisant ces textes que pour lui, le rôle du sionisme et le rôle de l'État d'Israël, c'est vraiment d'être la lumière des nations au sens où l'ont exprimé les prophètes d'Israël et pas du tout dans un sens transformé, travesti par une idéologie socialiste ou socialisante, n'est-ce pas? Donc, je trouve que c'est vraiment d'actualité de montrer que finalement, le sionisme des pères fondateurs, eh bien, il a quelque chose à voir avec la vocation prophétique de l'État d'Israël. D'autant qu'il insiste sur le mouvement ouvrier par le travail de la terre attaché à cette notion de rédemption et de la toute-puissance de l'État d'Israël. Donc, c'est pas indépendant pour lui. Oui, oui, absolument. Il y a un lien entre les deux. C'est-à-dire que quelque part, effectivement, il reste un sioniste socialiste convaincu dans ce sens où il pense que c'est le mouvement sioniste ouvrier qui est l'avant-garde du sionisme et du peuple juif dans son ensemble. De ce point de vue-là, il est un bon sioniste socialiste. Mais tout en disant cela, eh bien, ça n'empêche que son livre de chevet, c'est la Bible, c'est les prophètes d'Israël. Il n'arrête pas de citer à toutes les pages Isaïe et les autres prophètes d'Israël. Et vraiment, il est habité par les textes des prophètes. Et tu rappelles d'ailleurs que ce livre a été écrit en 57, Oui, en donc 57. Donc, un peu moins de 10 ans, un peu plus de 10 ans de la création de l'État d'Israël, de oui, alors, l'annonce en tout cas. oui, une toute petite précision, c'est qu'il ne s'agit pas d'un livre à proprement parler, ce sont deux textes que j'ai Oui, réunis. C'est moi qui en ai fait un c'est pour livre. ça que Hein. je parle de fascicule en fait, Oui, c'est comme je l'avais fait pour Jabotinsky, c'est-à-dire Jabotinsky. j'ai réuni des textes qui n'étaient pas présentés sous forme de livres, qui étaient des articles. Là, en l'occurrence, il s'agit de deux articles qu'il avait publiés dans des revues. Et c'est moi qui en ai fait un livre, un petit livre, qui s'inscrit donc dans la bibliothèque sioniste, qui en est le cinquième volume, et en mettant l'accent évidemment sur l'aspect du messianisme, parce que à la fois c'est très actuel, et aujourd'hui, comme je l'explique dans l'introduction, c'est devenu presque une insulte, parce que on croit que être un juif qui pense qu'Israël a une vocation messianique, c'est quelque chose de dangereux. Parfois, on assimile ça à l'extrême droite israélienne, alors que non, pas du tout. Je dirais, c'est le béaba du sionisme de tous les pères fondateurs. Et sur ce point précis, sur l'idée qu'il y a une vocation messianique de l'État d'Israël et que le peuple juif est un peuple d'exception, un peuple particulier, Am Segula en hébreu, sur ce point précis, je dirais que tous les pères fondateurs sont d'accord. Et d'ailleurs, il insiste beaucoup, et tu reprends point par point, sur le miracle permanent de l'État d'Israël. Oui, ça c'est la question, c'est un petit peu le point de départ de la réflexion de David Ben-Gurion. C'est finalement la question qu'il a préoccupé presque toute sa vie, de se demander comment est-ce que le miracle juif a été possible. Et le miracle juif, et plus précisément le miracle israélien. Parce que Ben-Gurion, qui était un grand admirateur de la révolution russe, de Lénine en particulier, et aussi de la révolution française et de la révolution américaine, eh bien, il écrit quelque part, la révolution sioniste est encore plus grande que toutes les autres révolutions qui l'ont précédée, parce que le peuple juif ne se trouvait pas sur sa terre lorsqu'il a mené cette révolution. Et de ce point de vue-là, il considère que le miracle sioniste est plus grand que le miracle des autres révolutions auxquelles il s'est intéressé de très près. Tu rappelles une petite histoire, enfin un petit événement qui lui est arrivé.
et qui est raconté par l'historien David Ohana quand David Green, avant d'être Ben Gourion, accompagne son père à la Choule. Oui, alors c'est le genre d'anecdote que parfois on lit avec un sourire et dont on ne perçoit pas toujours le caractère tout à fait déterminant. C'est-à-dire qu'un petit peu comme il y avait une anecdote qui ressemblait sur Jabotinsky quand il était petit, sa mère lui disait, ou plutôt lui-même demandait à sa mère, est-ce qu'un jour nous rétablirons le royaume d'Israël? Et sa mère lui disait, oui, bien sûr, il n'y a pas de question, c'est évident. Et depuis, Jabotinsky a été habité par cette évidence. Et Ben Gurion, lui, étant jeune enfant aussi, à peu près au même âge, dans sa tendre enfance, il se rend à la synagogue et il entend parler que le Messie est là et qu'il s'appelle Herzl et qu'il a une grande barbe noire. Et depuis ce jour, il est convaincu que lui aussi, il doit rejoindre le mouvement messianique de Théodore Herzl. Alors, tu insistes également dans ta présentation sur les différences, la question de savoir qu'est-ce qui distingue le peuple juif des autres nations. Et c'était un point important pour Ben Gurion. Absolument, c'est aussi un des éléments de sa réflexion. Euh, Peut-être, avant de répondre à cette question, une précision aussi qui m'a interpellé, c'est le fait que parfois on a gardé de Ben Gurion une image un petit peu tronquée. On se souvient surtout du grand dirigeant, on se souvient de l'homme politique au caractère parfois autoritaire. On a une certaine image d'Épinal de lui, dans laquelle on oublie la dimension intellectuelle. Hein, et c'est peut-être une remarque que je fais, c'est peut-être aussi un reproche que j'adresse, par exemple, à Georges Bensoussan, qui est un ami, qui dans sa monumentale histoire intellectuelle du sionisme, considère que Ben Gurion n'est pas un grand penseur. Et moi, j'ai découvert en traduisant ce livre que Ben Gurion était un grand penseur. Et donc, et notamment, il a débattu pendant toute sa vie, même lorsqu'il est devenu Premier ministre, il a toujours eu le soin de débattre avec les grands intellectuels juifs de son temps. Et dans les années 50, les intellectuels israéliens les plus connus de l'époque, c'était notamment des professeurs de l'université hébraïque, avec lesquels Ben Gurion a eu un dialogue très très fécond, et notamment donc sur cette question de la spécificité du peuple juif, il a un débat avec le professeur Yereskel Kaufman, qui était à l'époque très très connu en Israël, et Kaufman considère que la spécificité du peuple juif, elle est uniquement religieuse. Et donc Ben Gurion réfute cette idée notamment, d'une part, en disant le judaïsme, c'est pas seulement une religion, c'est aussi un peuple, évidemment. Ça, je dirais, c'est la base du sionisme politique, mais aussi en considérant que la dimension religieuse, c'est pas vraiment ça qui caractérise le peuple juif, parce que pour lui, c'est la dimension messianique. Donc, ça va plus loin que la simple dimension religieuse. D'ailleurs, tu cites Ben Gurion dans ton préambule en disant celui qui ne voit pas la vision de la rédemption messianique au centre du particularisme de la nation ne peut pas voir la vérité fondamentale de l'histoire juive et la pierre angulaire de la foi juive. Voilà, c'est dit de manière très lapidaire. C'est vraiment pour Ben Gurion, le messianisme, la vision messianique, c'est le cœur du judaïsme et donc c'est aussi le cœur du sionisme finalement. Il n'y a pas de contradiction pour lui. Le sionisme et le judaïsme marchent de pair. Il n'y a pas d'opposition. Je crois que Ben Gurion serait très étonné de voir qu'aujourd'hui on oppose l'idée d'un État juif à celle d'un État démocratique, tout ce débat qui a déchiré la société israélienne avant la guerre et même depuis la guerre qui continue un peu de la déchirer dans une moindre mesure, eh bien, je crois que Ben Gurion en aurait été à la fois très, très triste et aussi très, très étonné parce qu'il n'y a aucune contradiction entre État juif et État démocratique et Ben Gurion en est la preuve vivante. Il écrit également la force qui a rendu possible le rétablissement de notre État, c'est la vision de la rédemption messianique, le lien spirituel profond avec la patrie antique d'Israël, avec la langue hébraïque qui fait un clin d'œil à Eliezer Ben Yehuda, qui n'est pas cité, mais le retour à la langue y est.
Bien sûr, bien sûr. Ben Gurion, d'ailleurs, comme son grand rival Jabotinsky, était un fervent partisan de l'hébreu, de l'étude de l'hébreu, de l'apprentissage de l'hébreu. Voilà, il appartient à cette génération qui a vraiment adopté l'hébreu comme sa première langue, hein. On est frappé aujourd'hui de voir les textes que tous les pères fondateurs écrivaient en hébreu. Euh, Aujourd'hui, on apprend l'hébreu, on sait le parler un petit peu, le baragouiner, on se débrouille en hébreu, mais on n'a pas cette capacité qu'ils avaient vraiment de s'exprimer à l'écrit en hébreu et d'en faire vraiment notre langue de tous les jours. De ce point de vue-là, on a beaucoup à apprendre des pères fondateurs. Tu parles également de la version laïcisée de l'idée de rédemption. Oui, Alors là, parce que c'est une nouvelle, une version du peuple, de l'État et peuple, qui est un petit peu moderniste, je dirais. oui, comment est-ce que tu l'entends? Je veux dire que c'est. J'étais étonnée que tu insistes sur ci et tu t'es basé sur des citations de Ben Gourion qui justifient tout à fait. Il dit, par exemple, ce ne sont ni Herzl, ni Moses Hess, ni Baruch de Spinoza, sur lequel il revient beaucoup, qui ont inventé l'idée d'un État juif. Depuis des millénaires, les Juifs prient 3 fois par jour, sonnent du chauffard pour notre libération et lèvent une bannière pour rassembler nos exilés. Il revient tout le temps au texte fondateur. Mais oui, Ben Gurion est vraiment habité par la Bible hébraïque et notamment par les textes prophétiques. Et parfois, on a un peu aussi cette image très réductrice d'un homme d'État qui aurait eu sur sa table de chevet à la fois la Bible et Platon ou la Bible et Spinoza, comme si tout cela était sur le même plan, hein. On essaye je crois qu'il y a cette tendance un peu comme pour Herzl, on essaie toujours de, de voir chez eux le côté universaliste et d'en faire un petit peu des juifs presque assimilés, en tout cas des juifs européens ou des juifs universalistes, en oubliant que Herzl et Ben Gurion, comme Herzl, ce sont des juifs qui étaient d'une part profondément juifs et qui inscrivaient toute leur action dans la suite de l'histoire juive qui remonte à la Bible. Et donc pour eux, la Bible, c'était évidemment le texte fondateur qu'ils plaçaient bien au-dessus de toutes les autres lectures qu'ils ont pu avoir dans leur vie. Et chez Ben Gurion, c'est frappant parce que évidemment que, et donc cette citation effectivement est très éloquente parce que on, on pourrait penser que le sionisme, selon Ben Gurion, commence effectivement avec Rome et Jérusalem de Moses Hess, ou avec l'État juif de Herzl, ou avec, en remontant un peu plus loin, avec Spinoza, qui était aussi quelque part un préfigurateur du sionisme politique. Mais non, il nous dit le sionisme, ça commence avec la Bible, tout simplement. Alors, tu rappelles également, mais ça, je voudrais que tu nous le dises à l'écran, l'affaire Lavonne, avec son débat, en fait, son conflit avec Shlomo Avineri, bien net. Mais si tu pouvais nous rappeler un petit peu l'affaire Lavonne. Oui, c'est quelque chose a été un petit peu oublié. Ça fait quand même, ça remonte aux années 50. C'est quand même un des grands scandales qui ont secoué le monde politique israélien à l'époque de David Ben-Gurion. Hein, c'était cette fameuse, ce qu'on appelait en hébreu la sale affaire. Je crois que ça s'appelait Iskat Abish en hébreu. C'était quand le Mossad avait créé un réseau d'espionnage en Égypte. Il avait chargé de porter atteinte à des intérêts occidentaux en faisant croire que c'était les Égyptiens. Donc, c'était une espèce de manœuvre comme ça politique très un petit peu retorse qui s'était mal finie puisque les malheureux espions juifs égyptiens avaient été capturés et arrêtés et certains d'entre eux exécutés. Et ça avait déclenché un grand scandale politique en Israël pour savoir qui avait donné l'ordre de faire cette chose qui s'était avérée une erreur tragique. Et donc, il y avait eu un grand conflit entre Pinchas Lavon d'un côté et puis David Ben-Gurion et le monde politique en a été secoué pendant plusieurs années. Et alors bon, moi, je dirais cet aspect-là, c'est pas cet aspect-là qui m'a intéressé dans ce livre, c'est le débat auquel ça a donné lieu, parce que les intellectuels de l'université hébraïque, et là aussi c'est quelque chose de très actuel, se sont saisis de ce scandale politique pour accuser Ben Gurion
Et ils lui ont reproché notamment deux choses. D'une part, son autoritarisme et d'autre, donc de ne pas être un démocrate. Et il y avait déjà à l'époque des grandes manifestations d'étudiants qui scandaient Démocratia, Démocratia dans les rues de Jérusalem et ailleurs. Et puis par ailleurs, ils ont reproché à Ben Gurion d'être messianiste. Voilà, c'est de cette époque que date l'accusation de messianisme portée comme si c'était une insulte, comme si le messianisme était un danger pour Israël. Tu établis même un parallèle entre les reproches que l'on fait à l'époque à Ben Gurion et les reproches que l'on fait à Netanyahou aujourd'hui. Mais le parallèle s'est imposé à moi parce que d'une part, ces manifestations scandant Démocratia et le fait que ce qu'on reproche aujourd'hui à Netanyahou, c'est la même chose qu'on reprochait à Ben Gurion. C'est vrai, exactement pareil. C'est leur longévité politique, leur autoritarisme et leur messianisme. Donc les trois choses, les trois éléments sont présents dans les deux cas. Alors, il démarre directement cet écrit en disant, est-ce que les Juifs sont un peuple comme les autres? Oui, la grande question à laquelle beaucoup de gens ont essayé de répondre, et bien entendu, David Ben-Gurion répond par la négative, puisqu'il répond que nous ne sommes pas un peuple comme les autres, parce que précisément nous avons cette vocation d'être Am Segula, d'être le peuple singulier, choisi par Dieu, porteur de sa Torah, porteur de son message particulier et universel. Et donc pour Ben-Gurion, la réponse est tout à fait claire et sans aucune équivoque possible. Tout en établissant des études comparatives. À l'époque, il y a 150 ans en Allemagne, si on avait posé la question, la communauté aurait répondu, c'est une communauté religieuse. Il va plus loin puisqu'il parle après de l'époque moderne aux États-Unis, avec l'instauration des différentes communautés, mais dans tous les cas, il souhaite fortement l'alia massive. Oui, pour lui, c'est vraiment la clé de la sécurité d'Israël. C'est quelque chose qui est très étonnant aujourd'hui, mais je pense qu'il reste aussi actuel. C'est que finalement, Ben Gurion, qui était très fier d'avoir été le fondateur de Tsahal, de Tzva Hagana l'Israël, de l'armée de défense d'Israël, eh bien, il dit finalement notre sécurité ne repose pas seulement sur la force militaire, qui bien entendu est indispensable, on le voit bien aujourd'hui, mais aussi sur les migrations, sur la démographie, et finalement, on pourrait dire même, en le paraphrasant, sur le roi, sur l'esprit, hein, comme dit la Bible, qui l'Oberheil, c'est pas seulement par l'armée que vous vaincrez, c'est aussi par votre esprit, et c'est en étant fidèle aux préceptes de la Torah. Il revient également sur le caractère spécifique du peuple d'Israël en exil. Et là, ça rejoint ce qu'on venait de dire avec, par exemple, la communauté juive aux États-Unis, que je crois que tu connais assez bien. Je connais un petit peu, mais oui, Ben Gurion s'est beaucoup intéressé à l'existence juive à son époque dans les grandes communautés du monde, avec toujours aussi, bien entendu, l'idée que l'avenir du peuple juif était en Israël et que l'avenir c'était le rassemblement des exilés. Mais il y a des réflexions tout à fait intéressantes sur les juifs aux États-Unis, sur les juifs en Europe. Il établit des distinctions en montrant dans quel pays les juifs s'assimilent, dans quel pays ils arrivent à préserver leur identité et malgré tout, en étant convaincu que l'avenir du peuple juif se trouve en Eretz Israël, dans l'État d'Israël. Il insiste également par un questionnement, quelle est la force qui a permis la renaissance de notre État? Il faut se rappeler que ça a été écrit en 57, soit 9 ans après la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël. Oui, et sa réponse, c'est, je crois, si je me trompe pas, c'est de dire, c'est la croyance, c'est la foi c'est la croyance messianique qui a Absolument. permis. Donc pour lui, c'est la clé de la survie d'Israël. Peut-être moi aussi, je voudrais le citer. Il y a une phrase qui m'a beaucoup frappé aussi et qui reste à mon sens très actuelle. C'est lorsqu'il dit que, je crois que c'est les derniers mots de ce grand article que j'ai traduit. Il dit, nous avons besoin. Euh, ah non, c'est dans la conclusion du deuxième article. Il dit, l'État d'Israël est le fruit de la foi messianique. Le temps n'est pas encore venu de nous reposer. Nous avons besoin de cette foi messianique afin de poursuivre notre combat. Voilà. Et là, je vois vraiment un lien très, très fort avec ce que nous avons vécu depuis un an. Et quand on voit tous ces jeunes soldats qui partent au combat
au péril de leur vie, en sachant qu'ils ne reviendront peut-être pas, et qui partent avec les mots avec une prière, tous la même prière aux lèvres. C'est-à-dire que finalement, effectivement, aujourd'hui, la foi messianique, elle est devenue effectivement on pourrait dire Le terreau. oui, le terreau sur lequel a grandi cette génération que l'on voit se battre aujourd'hui admirablement à Gaza et au sud Liban. Euh, on voit qu'effectivement, cette foi, cette croyance, cette foi messianique, comme dit David Ben-Gurion, eh bien, c'est le socle de la force de notre armée. Il n'y a pas d'hésitation possible. Hein. On est frappé aujourd'hui en Israël de voir que les soldats, qu'ils religieux ou pas, tous sont habités par cette même foi, par cette même croyance que, à la fois que notre cause est juste et qu'ils se battent au nom des valeurs du peuple juif, de l'histoire juive et de la terre d'Israël et aussi de la Torah d'Israël. En parlant d'Alia, il y a un chapitre qui est consacré aux 3 millions de juifs de l'Union soviétique. Bon, on sait, nous, avec le recul, que les portes se sont ouvertes, mais quand il a écrit, les portes étaient barricadées. Absolument. Et il avait l'intime conviction qu'elles allaient s'ouvrir un jour. Et il le dit de manière tout à fait explicite. Il était vraiment visionnaire, hein. Il était, oui, visionnaire comme Herzl l'avait été en son temps, Tout à fait. comme beaucoup de pères fondateurs de l'État d'Israël et du mouvement sioniste qui étaient effectivement très lucides sur la suite de notre histoire, qui étaient habités tous par cette vision et qui ne se sont pas trompés. Et ce qui m'a frappé aussi en traduisant Ben Gurion, bon, à titre personnel, mes affinités me poussent plutôt vers Jabotinsky, mais en traduisant Ben Gurion, j'ai réalisé que finalement les différences s'étaient amoindries avec le temps. Aujourd'hui, quand on relit ces textes aujourd'hui, finalement, on se dit, qu'est-ce qui les séparait l'un de l'autre? Pas grand-chose. Une rivalité politique Oui, très, très. je crois que c'était une rivalité presque personnelle. Oui, bien sûr, il y avait une animosité personnelle, surtout d'ailleurs de la part de Ben Gurion envers Jabotinsky, même si à certains moments ils se sont retrouvés, ils se sont rapprochés, et ils ont même conclu un accord, le fameux accord de Londres, qui finalement n'a pas été validé par le sionisme travailliste de Ben Gurion. Donc le schisme est demeuré pour très longtemps, jusqu'aux années 80, jusqu'à Menachem Begin, et quelque part le schisme demeure jusqu'à aujourd'hui. Mais finalement, quand on essaye de comprendre qu'est-ce qui les sépare, on se dit pas grand-chose. Alors, il revient également sur les deux catastrophes qui ont affecté le judaïsme européen. Donc, bien sûr, il revient sur la Shoah. Il Oui, cite pas explicitement le terme de Shoah n'est pas vraiment utilisé. Il parle des bourreaux nazis qui ont décimé une grande partie du peuple juif en Europe. oui. Alors, oui, c'est intéressant. Votre remarque est intéressante parce que je crois qu'il me semble que dans les années 50, le terme Shoah n'était pas encore entré Exact. dans le vocabulaire politique israélien. Et donc, pour Ben Gurion, les deux catastrophes, c'est d'un côté la Shoah, le nazisme, et de l'autre côté le stalinisme, le fait que les Juifs ont été privés de leur identité en URSS. Alors, il revient également il insiste d'ailleurs beaucoup sur les deux missions de l'État d'Israël, Oui, les deux missions d'État d'Israël, avec c'est la d'une. loi du retour. Voilà, c'est les lois dont il est le plus fier. Il dit toujours, il y a deux lois dont je suis très fier, que je suis très fier d'avoir fait voter par la Knesset. La première, c'est la loi du retour, effectivement, qui est un des fondements de l'État d'Israël, hein, qui donne le droit à tout juif de venir s'installer en Israël. Et la deuxième, c'est la loi sur l'éducation publique égalitaire pour tous. Donc, finalement, on pourrait. Avec l'enseignement du Tanakh. Ah, bien sûr. Une éducation publique qui est fondée sur la Bible, bien sûr, effectivement, vous avez raison de le préciser. Donc pour Ben Gurion, on pourrait dire les deux piliers de l'État d'Israël, c'est l'émigration et l'éducation. Et bien entendu, l'armée, ça va de soi. Mais l'armée, ce n'est pas un pilier, c'est simplement on pourrait dire un des éléments indispensables du Un des retour de. fondements, en fait. Un des fondements indispensables. Oui, un des fondements indispensables, mais et quelque part, je ne dirais pas qu'il le néglige, parce qu'il en est très fier, au contraire, mais pour lui, c'est un acquis. C'est voilà, ça ne fait plus, c'est quelque chose qui va de soi comme une évidence. Hein. Le fait que le peuple juif ait besoin de se défendre par les armes, c'est une évidence
il l'a découvert dès qu'il arrivait en Israël dans les années 1910, puisque il y avait déjà la garde armée, le Shomer, dont il lui-même a fait partie des gardes armées, il le raconte dans ses mémoires. Donc, alors que la loi du retour, elle est beaucoup postérieure, et la loi sur l'éducation aussi, elle date des années 50, toutes les deux. Donc, c'est deux époques différentes de sa vie. On va terminer en citant son dernier paragraphe. L'État d'Israël est le fruit de la foi messianique, mais il est encore à ses débuts. Le temps n'est pas encore venu de nous reposer et de profiter de ses accomplissements. Nous avons besoin de cette foi afin de poursuivre notre combat. C'est vraiment, pour moi, c'est tout à fait actuel parce que on a cru pendant quelques décennies que ça y est, c'était arrivé, on était arrivé à bon port et qu'on n'avait plus besoin on pouvait baisser la garde et on pouvait renoncer à tous nos idéaux, à notre foi. Et on a découvert depuis le 7 octobre que c'était pas le cas. Et donc, je dirais que ce livre, pour moi, c'est aussi un message d'espoir. Merci Pierre Lursa. Merci à Monique Nakache. Je rappelle donc le fascicule de Ben Gourion traduit par Pierre Lursa aux éditions BOD. Pourrais-tu avoir la gentillesse de remontrer la quatrième de couverture, les deux d'ailleurs, la première et la quatrième? Voilà. C'est un peu flou. Voilà, très bien. Et la quatrième retourne, Voilà. c'est un peu flou. On voit pas grand-chose là, hein, Bon, mais non, je crois qu'on voit mieux de ce voilà, côté-là. c'est surtout ça. Merci Pierre, à très bientôt. À très bientôt, Shana Tova. Shana tova lekulam, toda. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.